Il faut écouter ce que disent les scientifiques. Eux, ils en sont sûrs à 100%. On n'est pas encore totalement sûr des autres, mais vraisemblablement les chauves-souris, puisque le virus est proche à 96% de virus qu'on retrouve dans les chauves-souris, mais qui, elles, sont résistantes. Et peut-être le pangolin comme hôte intermédiaire, on n'est pas encore sûr. Ce qui est certain, c'est que en 2005 déjà, l'ONU écrivait un rapport en disant la crise de la biodiversité, l'écroulement de la biodiversité va se traduire par des pandémies humaines. Donc c'est pas nouveau. En 2007, il y a une équipe chinoise qui avait très exactement prévu chauve-souris, mammifères, humains, pandémie. Donc c'est voilà, c'est pas une surprise du tout. Si on regarde les grandes pandémies récentes, Ebola, le SRAS, le MERS, le HIV, tout ça, c'est toujours la même chose. C'est les êtres humains, dans leur développement assez incontrôlé, se rapprochent d'animaux avec lesquels ils étaient très peu en contact auparavant. Essentiellement à travers de la déforestation, mais ça peut être de l'assèchement des zones humides, ça peut être le fait de faire des routes ou des voies de passage dans des endroits où les hommes allaient quasiment peu, voire pas du tout. Tout ça fait qu'on rapproche les hommes des communautés animales. Et puis comme on enlève des espaces à ces communautés animales, on les force à aller là où elles peuvent, c'est-à-dire, c'est peut-être pas ce qui leur plaît, mais du coup un peu plus près des hommes. Deuxième grande raison, c'est le commerce et le trafic des espèces sauvages qui a absolument explosé. C'est devenu la quatrième mafia au monde. On connaît la corne de rhinocéros, les défenses d'éléphants, les écailles de pangolin, mais il y en a malheureusement bien d'autres. Et puis, dernière raison, un petit peu différente, c'est l'élevage industriel qui va dans des endroits très restreints et confinés rassembler des centaines, parfois des milliers d'animaux. Et évidemment, ça, c'est des véritables, voilà, c'est des vraies résidences de luxe pour les virus. Ça va permettre éventuellement les mutations, ça va permettre les disséminations, et puis bien sûr le contact avec l'homme. Donc voilà, donc toutes ces raisons-là font que effectivement le Covid-19 est un avatar, vraisemblablement dans ce cas-là du commerce des espèces sauvages, mais on peut le trouver sur d'autres espèces. Et toujours ce lien, finalement, l'homme attaque la biodiversité et en faisant ça, il se rapproche de réservoirs de virus et de bactéries. Ah bah si on continue comme ça, c'est absolument certain. C'est pas peut-être, c'est sûr. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas, mais enfin, quand même toutes les grandes pandémies relativement récentes, hein, elles nous amènent à peu près tous les 2 ou 3 ans à une grande pandémie. La particularité de celle-là, c'est qu'elle est très contagieuse. Donc elle s'est répandue très vite sur la planète. On a encore une chance, elle est extrêmement peu mortelle, il faut le dire, c'est terrible à dire pour les gens évidemment qui décèdent et leurs familles, mais c'est très très peu mortel et donc on n'est pas à l'abri du très viral et très mortel. Donc, mais bien sûr, absolument, c'est 100% certain que si on continue comme ça, on va avoir d'autres pandémies. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Jusqu'à maintenant, on nous disait, pour la transition écologique et pour la transition climatique, il n'y a pas d'argent. Ah, et puis là, tout d'un coup, il y a des centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Donc, tout d'un coup, il y a plein d'argent. Alors, rassurez-vous, c'est pas de l'argent gratuit, c'est vous, puisque vous êtes jeune, qui allez payer pendant toute votre vie, sans doute, parce qu'en fait, c'est juste de la dette. Donc, imaginez qu'on creuse la dette et que vous soyez, vous, à rembourser cette dette et que en plus vous ayez une dette écologique qui augmente. Eh ben, franchement, vous nous en voudriez, hein, et puis vous auriez raison. Donc, il n'est pas question de continuer comme ça. Donc, il faut évidemment venir au secours des entreprises, parce que avant tout, c'est venir au secours des citoyens, des salariés, des entrepreneurs, qui sont là aujourd'hui dans des situations extraordinairement difficiles. Et je comprends et je mesure, moi j'ai ma petite PME à moi aussi, mais je suis toute seule, c'est moins grave. Mais je mesure l'inquiétude des gens qui ont des salariés et qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc c'est très bien et je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'argent sur la table. Mais ce qui va être extrêmement important, c'est quel est le minimum de conditionnalité qu'on va mettre pour distribuer cet argent. Si on n'en met aucune, si on continue à dire
Monsieur Renault, continuez à nous faire des SUV parce que le SUV, c'est la voiture la plus polluante qui existe aujourd'hui. C'est celle que vous vendez le mieux. Donc allez-y, continuez à nous pourrir le climat. On vous donne 50 millions ou 50 milliards, j'en sais rien, pour faire ça. Ce serait quand même assez hallucinant. Est-ce qu'on pourrait pas dire, bah, écoutez, Monsieur Renault, vous allez faire évoluer votre modèle de manière drastique. Vous allez progressivement, parce que c'est pas en 2 jours, mais vous allez laisser tomber, arrêter de manière drastique les SUV et puis vous allez nous faire des petits véhicules légers, si possible électriques ou des petits utilitaires électriques ou des petits collectifs électriques qui pourront marcher sur le renouvelable et avec lesquels on pourra se déplacer plus intelligemment en faisant diminuer l'effet de serre. Voilà, c'est vers ce genre de choses qu'il faut aller. Donc bien sûr aider les gens, mais pas n'importe comment. Ah, d'abord, il ne faut pas se réjouir de ça. Et moi, je serai là, évidemment la dernière à dire chic, une bonne crise. Vous savez, des fois, on entendait ça, il faudrait une bonne guerre. Non, il n'y a pas de bonne guerre et il n'y a pas de bonne crise. C'est des drames humains avant tout. C'est quand même dommage que depuis le temps qu'on serine qu'on va avoir des problèmes, il n'y ait pas eu des choses avant. Pourquoi? Parce que on ne prend les décisions économiques que en fonction de la rentabilité immédiate et que en fonction du PIB. Et tant qu'on n'aura que ces drivers-là pour nous faire prendre des décisions, ben, on prendra les mauvaises. Et il faut renverser un peu la vapeur. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Qu'est-ce qui est basique dans la vie? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas éviter de faire? Respirer, boire, manger, c'est le basique, et puis après, avoir un toit, etc. Respirer, 50% de l'oxygène vient du plancton. Un océan acidifié, c'est moins de plancton, on respire moins. L'eau, on voit bien que la crise du climat va engendrer soit des sécheresses extraordinaires, soit au contraire des inondations. Donc, problème avec l'eau. Alimentation, on sait que, en gros, 1 degré en plus, c'est 10% d'alimentation disponible en moins parce qu'on a des territoires qui se stérilisent, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ces fondamentaux là en premier et de dire, en premier, le boulot de nos sociétés, c'est de nous s'assurer de tous pouvoir respirer, boire et manger. À partir de là, on va pouvoir réfléchir à des choses en plus. Donc ça veut dire transition agricole, ça veut dire arrêter ce modèle qui soi-disant nourrit la planète, en fait, qui fait des dégâts dans les pays en voie de développement et qui nourrit pas plus la planète. Et on voit bien que les gens qui ont faim sur cette planète, ce sont les agriculteurs du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils ont une concurrence déloyale des pays du Nord qui balancent sur les marchés des millions de tonnes qu'on a produit à grands coups de pesticides en tuant la nature chez nous. Donc ça marche sur la tête. Il faut passer à une agroécologie à minimum, peut-être en bio, certainement à du plus local, pas que, hein, on peut toujours boire du café et du thé, mais en tout cas réfléchir à ces fondamentaux. Sur le climat, c'est pareil, il va falloir réfléchir, voilà, de l'énergie, OK, mais enfin bon, à tous les niveaux, dans 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 tous les compartiments du jeu, entre guillemets. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions, que ces solutions sont viables, que ces solutions sont extraordinairement créatrices d'emplois, que les solutions locales créent plus d'emplois que d'aller faire les trucs en Chine ou je ne sais où, et où en général, en plus, on fait faire 2 fois le tour de la planète à tous les biens qu'on consomme. Donc voilà. Donc, essayons un tout petit peu d'être intelligents, quoi. C'est quand même ce qui nous reste. D'abord, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, comme vous le savez. Donc de toute façon, se battre, c'est aussi le meilleur moyen de résister à la déprime. Moi, je peux vous dire que là, depuis qu'on est confiné, je vois pas le temps passer parce que je suis à fond sur tous ces combats-là et c'est plutôt assez positif et je trouve que voilà, que tout ça est bien et c'est très collectif et c'est bien. 2e chose, bien sûr, il y a des résistances colossales. En ce moment, on les voit, tous les grands, consortiums qui arrivent auprès de la Commission européenne en disant: «Non, non, non, mais il faut arrêter le plan vert. Non, 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 mais il faut donner de l'argent au pétrole, il faut donner de l'argent à la voiture, il faut donner de l'argent à l'avion, il faut des» voilà, on le sait, hein, on les a les textes, on voit bien ce que tous ces gens qui voudraient uniquement revenir au monde d'avant, même s'ils savent, et ça c'est le déni humain caractéristique, même s'ils savent, que ce modèle est condamné à moyen terme. C'est ça qui est terrible. C'est qu'au fond, quand enfin, je peux pas penser que les gens le fassent de manière délibérée en se disant,
tiens, bien, ça leur apprendra, on va faire un gros réchauffement climatique et puis une bonne pandémie bien fait pour eux. Je ne peux pas penser ça. Simplement, ces gens-là, ils sont encore une fois embringués là-dedans parce qu'ils ne voient que le point de croissance et que la rentabilité immédiate. Et donc, ils sont complètement aveuglés par ça, même si dans un petit coin de leur tête, je pense qu'ils se rendent bien compte quand même un peu des problèmes et qu'ils ne sont pas complètement idiots. Voilà, donc ce qu'il faut évidemment, c'est aller au combat. C'est aller au combat en proposant des solutions pratiques sur les transitions. Au WWF, on a beaucoup, depuis 3 semaines, on réfléchit beaucoup à ça et on a envoyé aux ministres et au plus haut niveau de l'État un certain nombre de pistes. Par exemple, il y en a une qui est relativement simple. Début mars, donc c'est très récent, l'Union européenne s'est mis d'accord sur ce qu'on appelait, ce qu'on va pouvoir appeler des investissements verts. Donc ça consiste à, dans chaque secteur de l'économie, à discriminer ce qui est vert et ce qui est marron, en gros, ce qui est vert et ce qui est noir. Normalement, les grandes entreprises, elles avaient 2 ans pour regarder, faire un peu un état des lieux, on va dire, de leur business model, en regard de ces critères. Bah, nous, on dit il y a urgence. Donc, les grandes entreprises, vous allez être priés de faire ça en 6 mois. Et puis, les aides qu'on va vous apporter, bah, elles seront en partie conditionnées. En tout cas, on va plus aider les gens qui ont des économies plus vertes. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait l'effort et qu'ils se sont déjà reconvertis. Et puis, bah, on va un peu moins aider, voire pas aider du tout, les gens comme le secteur pétrolier et autres. Donc ça, par exemple, c'est un outil qui est relativement opérationnel et à assez court terme. Bah, écoutez, depuis ce matin, le WWF et la Croix-Rouge et d'autres organisations, on a lancé une grande consultation publique sur make.org où vous pouvez aller. C'est incroyable parce que ça fait que quelques heures que ça marche et ça explose déjà. Et vous pouvez vous aussi réfléchir, donner vos idées, voter pour des idées qui sont déjà exprimées. Et c'est une sorte de grande consultation citoyenne. C'est le monde d'après. Comment est-ce que vous voyez le monde d'après? Donc, à la fois, ça sert à vous mobiliser vous-même, parce que quand on a ce genre de réflexion, bah, tout d'un coup, on se met à réfléchir sur la façon dont on vit. Est-ce qu'en sortant du confinement, on va vivre pareil qu'avant? Est-ce qu'on va pas changer des choses? Est-ce que le fait de réfléchir à ces questions-là, d'en débattre entre nous, ça va pas aussi nous faire évoluer. Et puis, ça va nous donner un certain nombre de tendances, d'idées, de points forts sur lesquels on sait qu'on aura des consensus extrêmement forts de la part de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire vous et moi. Donc voilà, par exemple, c'est ça. Après, oui, il y a plein d'autres choses à faire. On peut se documenter, s'éduquer. Souvent, les gens ils disent j'y comprends rien. J'y comprends rien au réchauffement climatique et je vois pas pourquoi ceci, je vois pas pourquoi cela. Bah, allez-y, il y a plein de trucs sur internet partout pour vous expliquer le réchauffement climatique pour les nuls, la biodiversité pour les nuls. Donc faites-vous plaisir, allez voir ne serait-ce que des films sur notre site du WWF. On a tout un endroit où il y a aussi des films sur un certain nombre d'espèces et où on explique en quoi cette espèce est intéressante, importante, quel est son rôle, quelles sont les menaces, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de la préserver. Enfin, voilà. Oh, une seule phrase, évidemment, c'est toujours difficile. Je pense que tout simplement, dans notre développement aveugle, les humains, nous avons oublié que nous étions sur une planète où les lois de la chimie, de la physique et de la biologie sont supérieures à nos états d'esprit, à nos envies et à nos caprices. Et il faut en revenir là. Donc on a besoin de la science, mais on a aussi besoin de réfléchir à la façon dont nous consommons, à la façon dont nous produisons. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens de produire et de consommer en détruisant les fondamentaux qui nous font vivre. Si on le fait, c'est une question de physique et de chimie. Le climat se dérègle, la biodiversité s'écoule. Tout ça, c'est voilà. Donc, essayons de ne pas s'attaquer aux fondamentaux de la vie humaine. Le monde d'après, c'est un monde qui s'est réconcilié, en quelque sorte, avec cette nature et cette planète. C'est un monde qui est certainement beaucoup plus solidaire,
C'est un monde qui a bien redéfini et qui protège les communs, ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire ce qui nous concerne tous, l'air, l'eau, l'océan, la vie, voilà, mais ça peut être aussi la santé, ça peut être aussi l'éducation, par exemple. Et c'est donc une société qui, très certainement, n'a plus grand-chose à voir avec celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais l'homme a déjà fait ça. On a été cueilleurs-chasseurs, on est devenu agriculteurs-éleveurs, on a été dans des royautés, on est passé à des républiques, on a été, enfin voilà, on est parfaitement capable de changer de manière considérable nos modes de vie. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'en soit pas capable une fois de plus.